Bonjour, merci d'être venus si nombreux pour cette projection de Jerry Souffre-Douleur. Alors cette bande-annonce, elle est formidable. Elle est un peu fausse, parce qu'en fait, la rétrospective ne s'appelle pas Jerry Lewis, mais Jerry Lewis cinéaste. C'est-à-dire qu'on a voulu quand même mettre l'accent sur le fait que Jerry Lewis n'était pas seulement une grande figure burlesque de l'histoire du cinéma, et c'est vrai que les grandes figures burlesques de l'histoire du cinéma sont aussi en partie, voire totalement, les auteurs des films dans lesquels ils apparaissent, même s'ils ne les signent pas. Mais là, cette rétrospective regroupe en fait l'ensemble des films réalisés par Jerry Lewis. Donc vous allez voir là Jerry Souffre-Douleur, The Patsy en version originale. C'est le 5e long métrage réalisé par Jerry Lewis. Et vous allez voir, c'est un film un peu particulier, même à l'intérieur de son œuvre. Et on aura l'occasion d'en parler à l'issue de la projection. J'aurai le plaisir de dialoguer avec Mathieu Macheret, qui est critique de cinéma dans un grand quotidien du soir, qui a écrit le Cahier du cinéma, qui a écrit un ouvrage sur Joseph von Sternberg, et qui est un grand connaisseur de l'œuvre de Jerry Lewis. Donc bonne projection, et restez, on se retrouve à l'issue du film, parce que je pense que vous aurez des questions à poser après avoir vu ce film, qui est quand même un film très très étrange dans l'œuvre de Jerry Lewis. Voilà, bonne projection. Les gens sortir, ceux qui savent qui ont autre chose à faire. Quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le 11 novembre. Justement, il n'y a rien à faire. Ouais, c'est ça. Il s'en va. On lui rappellera. Dominique, tu vas tout rater. Alors il se rapproche. Bon, merci d'être restés, enfin pour ceux qui sont restés. Si je peux glisser avant qu'on discute une petite note personnelle, c'est le premier film de ma vie que j'ai vu au cinéma. Alors je n'étais pas vieux, puisque je l'ai vu au moment de sa sortie. Et j'avoue que j'avais gardé qu'un seul souvenir, mais qui est resté longtemps, qui était la séance chez le coiffeur. C'est quelque chose qui marque les enfants. Voilà, bon, voilà, pour la biographie, enfin la mienne. Et alors, en ce qui concerne celle de Jerry Lewis, c'est son 5e long métrage, enfin c'est le 5e film qu'il réalise, donc il signe la réalisation. Le film est néanmoins financé et distribué par la Paramount, qui est le studio qu'il a découvert en fait. Il s'émancipe, on l'a dit l'autre soir, avec le Dingue du Palace, c'est-à-dire qu'il promet à la Paramount un film pour l'été, donc fait à toute allure, il le promet, il décide en échange du fait qu'il le réalise lui-même et qu'il le produit lui-même, c'est-à-dire la production exécutive est faite par lui et son équipe. Et le film est un énorme succès. En fait, le Dingue du Palace est un énorme succès. On se demande ce qui se serait passé si le film n'avait pas été un succès. Parce que la Paramount n'aurait pas continué à le financer, en tout cas à financer des films signés par lui. Lorsqu'on pense par exemple à l'histoire de Buster Keaton qui était sous contrat à la MGM, et qui a réalisé beaucoup de films, c'est tous les moyens métrages et les longs métrages des années 20 sont réalisés par lui, et puis à un moment donné la MGM lui impose un réalisateur parce qu'elle ne lui fait plus confiance, et donc là c'est heureusement pas ce qui s'est passé pour Jerry Lewis, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire une douzaine de films qu'il va pouvoir signer lui-même en toute liberté. Et Dieu sait que ses relations avec la Paramount ont été parfois conflictuelles. Il avait une tête de turc qui était Al Wallis, le directeur de production de la Paramount, qu'il détestait et qu'il disait, voilà, si vous voulez avoir quelqu'un qui gâche votre film, j'ai son nom, c'est Al Wallis, etc. Donc c'est évidemment, ça relève des conflits traditionnels entre un artiste et un producteur. À Hollywood, c'était assez fréquent. En tout cas, voilà. Donc il signe ce film. Donc c'est le 5e long métrage. Entre-temps, il y a eu Le Tombeur de ces dames. Il y a eu Le Zinzin d'Hollywood, qui était déjà un film qui parlait d'Hollywood. Il y en avait d'ailleurs eu un autre dans les années 50 qui s'appelait Un vrai cinglé de cinéma, que lui n'avait pas réalisé. C'était Frank Tashlin qui l'avait signé, qui était le dernier film qu'il faisait avec Dean Martin.
Et donc le cinéma, c'est quelque chose qui est important dans son œuvre. Donc il fait donc, le Zaza d'Hollywood, Dr. Jekyll and Mr. Love, qui est non seulement un énorme succès commercial, mais aussi critique. Et puis arrive ce film, Jerry souffre de douleur, qui, je ne sais pas d'ailleurs si c'était un succès commercial, mais en tout cas, ça n'a pas du tout été un succès critique. Le film n'a pas du tout été aimé, en tout cas par la presse française. On a retrouvé les articles de la presse, disons, quotidienne, hebdomadaire. Si vous étiez à la conférence de Damien Bertrand l'autre jour, il nous l'a rappelé, c'est un film qui reçoit de mauvaises critiques à sa sortie. On pourra discuter pourquoi. Et à l'exception, évidemment, des grands défenseurs de Jerry Lewis, qui sont les cahiers du cinéma, et Robert Benayoun, qui écrit dans Positif, que c'est quand même un cinéaste qui a réconcilié deux revues ennemies, il n'y en a pas eu tant que ça. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce moment-là, voilà, depuis ça a changé. Et donc, voilà, c'était juste pour comme préambule, mais on peut peut-être commencer par parler du projet et du fait que c'est peut-être un de ces films, je ne dirais pas autobiographique, mais un des plus documentaires, ce qui est assez bizarre à dire, quoi, parce que c'est une pure fantaisie, évidemment, et en même temps, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi près de la vie même de l'artiste Jerry Lewis. Voilà. Oui, c'est vrai. Documentaire, le mot est amusant, paradoxal et bien choisi, je trouve, parce que c'est une fabrique de son personnage, en fait. Hein. Clairement, le film franchit toutes les étapes, accomplit un parcours du bellboy, du chasseur d'hôtel tel qu'il l'avait posé dans son premier long métrage, The Bellboy. D'ailleurs, petite précision, ce film-là, de Patsy, devait s'intituler Son of Bellboy, le fils du bellboy. C'est au début conçu comme une sorte de suite. Quoi. Oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on retrouve ce personnage de chasseur d'hôtel au début, avec toutes ces caractéristiques burlesques dès le départ, c'est-à-dire sa maladresse, son inadaptation, sa timidité, son côté puéril, etc. Et puis petit à petit, étape par étape, par toute une succession extrêmement logique, ce qui fait aussi la différence avec The Bellboy, qui était un film construit sur des vignettes, une sorte, encore un peu sur le modèle soit des bandes dessinées à une bande, soit des strips, soit d'un spectacle de musical. Il y avait aussi cette origine-là de numéros qui s'enchaînaient. Et ici, on est dans un film qui est quand même beaucoup plus... voilà, qui a une espèce d'unité dramatique. On pourra en reparler aussi. Une progression dramatique. Une progression dramatique, exactement. Donc, documentaire de Jerry Lewis lui-même, et on peut dire que voilà, on passe du personnage à Jerry, qui est lui-même mais aussi un autre personnage, c'est aussi quelqu'un qui l'interprète. C'est quelque chose qui a à voir aussi avec un aspect qu'on a beaucoup commenté chez Jerry Lewis, c'est le côté double de son personnage, le dédoublement, mais qui est déjà présent dans The Bellboy, à vrai dire, parce qu'il joue bien sûr ce petit chasseur d'hôtel, mais aussi il intervient en tant que star Jerry Lewis dans le film, déjà à ce moment-là. Et ici, c'est pas exactement la même chose, c'est qu'on va passer de l'un à l'autre. D'ailleurs, si on considère le film comme une forme, sous un aspect formel, c'est une boucle qui est décrite entre les deux scènes du salon du Beverly Hilton Hotel, où à chaque fois, il y a une espèce de retour à la scène de départ. Donc il y a à la fois une teneur documentaire sur le personnage de Jerry Lewis lui-même, qui est amené à se former, à se concrétiser au cours du film. Le film est une forme d'analyse de comment le personnage advient, en quelque sorte. Voilà, il fonctionne comme ça, mais il y a aussi, bien sûr, Hollywood, et la présence même de nombreux acteurs, de stars, de personnalités d'Hollywood, et Hollywood au sens large, c'est-à-dire pas seulement le cinéma, mais le système, l'industrie, le spectacle. Le système, le spectacle, voilà, exactement, avec la télévision, avec la radio et tout. Tout est là, et il y a des stars qui apparaissent, qui font des caméos, c'est-à-dire qu'ils apparaissent en tant qu'eux-mêmes. Il y a George Raft, il y a Rhonda Fleming, il y en a d'autres, il y a même... il y a Ida Hopper. C'est-à-dire que là aussi, ce qui a pu aussi... compliquer la carrière du film en France, c'est qu'il y a des clés dans le film qu'on peut ne pas comprendre. C'est-à-dire que la Ida Hopper, celle qui a le chapeau en forme de parapluie, c'était la grande potineuse d'Hollywood. Elle faisait des carrières. Alors c'était quelqu'un de pas super sympathique d'ailleurs. Le film est très ambivalent sur elle, parce que lorsque Jerry Lewis se moque d'elle, on est plutôt avec lui. Quand on la connaît, c'est quelqu'un de très conservateur et qui défaisait comme ça les carrières des stars
en racontant des potins sur leur vie privée, etc. Donc, et c'était un personnage crucial dans le système industriel hollywoodien, en fait. Voilà. Et puis il y a Mel Tormé aussi, qui fait une petite apparition. Il y a Ed Sullivan. Et Ed Sullivan. Qui, d'ailleurs... Il fait rire, mais il faisait ça vraiment dans la vie, quoi. Avec sa drôle de position comme ça devant la caméra. Et d'ailleurs, Ed Sullivan qui a compté dans le parcours de Jerry Lewis, puisque le succès du duo qu'il avait formé avec Dean Martin, c'était beaucoup, il le devait beaucoup à une apparition dans l'émission. Alors, ça n'a pas été sous-titré, mais il cite, il dit Martin Lewis, il parle des grands stars qui sont passés chez lui, et il dit Martin Lewis. Et donc c'est Jerry Lewis, Dean Martin. Et c'est la première fois que Jerry Lewis se remet à parler de Dean Martin, avec qui c'était séparé, et ils se fréquentaient plus du tout après leur séparation. Ouais. Et alors tu parlais, c'est intéressant, de la position du film dans l'œuvre globale de Lewis. Il est pris comme ça entre deux films qui ne réalisent pas, mais qui sont réalisés par Frank Tashlin, dans lesquels il joue. Hein, il y a, je crois, un chef de rayon explosif. Who's Mining the Store. Et juste après, c'est chez les Sinoc. Et il y avait eu l'énorme succès de The Nutty Professor, juste avant, qui, pour les Américains, est un peu le seul des films de Jerry Lewis auquel ils reconnaissent une sorte d'importance critique. Et c'est marrant parce que tu dis que Damien a dû parler des critiques qui étaient parues à la sortie du film. On en trouve aussi des américaines, notamment il y a les archives du New York Times sur Internet, on peut regarder, et la critique du film est en effet assez désastreuse, de The Patsy, je veux dire. Et on sent que c'est un moment où le vent commence à tourner un peu pour Jerry Lewis. Il aborde le second versant des années 60, et il y a une inflexion qui va être manifeste. Mais ce qui est intéressant, si on se reporte à cette critique du New York Times, c'est dans ce qu'elle reproche au film, qui est quand même assez éclairant, et très intéressant. Parce que ce que dit le critique, j'ai pas retenu son nom, mais il dit ça tient pas en termes de rythme, c'est que une fausse progression, des gags qui tombent à l'eau, ça marche pas, le tempo ça tient pas, etc. Ça s'éternise, les gags ne sont pas efficaces, etc. Et alors il dit quelque chose de très juste, on s'en aperçoit. C'est-à-dire que c'est tout le sujet du film. C'est le ratage. Le ratage, le contretemps. Tout le film est quand même fabriqué sur cette idée musicale, sur ce motif musical. Et tu en parlais dans ta présentation du cycle, du côté jazzman de Jerry Lewis. Et là, tout le film est une question de contretemps, de choses qui n'arrivent pas à l'heure, de gags qui ne fait pas mouche, de ce qui n'est pas marqué au tempo prévu ou au format prévu. Hein, et il y a dans les critiques de l'époque ce qui est aussi une part de la vérité du film et de ses motifs principaux. Oui, c'est un film c'est un film sur l'histoire d'un type qui n'arrive pas à faire rire. En fait, c'est ça le paradoxe du film, c'est que vous avez tout cet aéropage. Alors là aussi, cet aéropage, il est intéressant. Quand il y en a qui dit est-ce que tu nous prends pour des gens malhonnêtes, et il y a Peter Lorre qui a quand même été le maudit, John Carradine qui commençait à tourner des rôles de Dracula dans les séries Z, Everett Sloane qui est l'avocat véreux de la Dame de Shanghai, donc c'est des acteurs un peu connotés. Et en fait, alors moi j'ai une hypothèse, mais qui vaut ce qu'elle vaut, mais je crois qu'elle tient debout. Alors, on comprend au début qu'il y en a un qui lui écrit les sketchs, qu'il y en a un autre qui est son attaché de presse, et en fait, je pense que ça renvoie aux agents de MCA, Music Corporation of MCA, c'est la grande agence de stars d'Hollywood, qui a carrément pris le pouvoir à Hollywood. C'est des gens qui commencent à transformer les acteurs en producteurs et qui font la nique au studio. C'est des gens qui aident les acteurs à négocier des contrats avec les studios, qui les prêtent, qui les louent à d'autres studios en échange avec un salaire minimum et en échange d'un pourcentage sur les recettes. C'est vraiment les gens, alors là, MCA était dirigé par Lou Wasserman à l'époque, c'est un grand agent, et les agents de MCA étaient tous en noir. On les appelait les Men in Black d'Hollywood. Donc, on peut pas ne pas imaginer qu'il y a une référence à ça dans le film, et même avec ce côté un peu mafieux qu'ils ont, puisqu'on sait que MCA, c'est la compagnie qui va négocier avec des stars d'Hollywood pour qu'elles aillent chanter à Las Vegas,
dans les casinos qui viennent d'être ouverts après-guerre par les mafieux comme Bugsy Siegel ou Meyer Lansky, et l'intermédiaire, ça a été MCA. Donc, et Las Vegas, vous savez que c'est un endroit où Jerry Lewis faisait des numéros régulièrement dans les hôtels de Jerry Lewis, Dean Martin, Sinatra, etc. Et on sait que c'est une espèce de bricolage comme ça. Et alors, ce qui m'a frappé dans le film, quand on voit dès le début du film, avec le début du film avec cet aéropage de gangsters, on parle tout de suite d'argent. Ouais. Ça, c'est vraiment très fort. Lorsqu'il y en a un qui lui dit, mais la star qui est morte dans un avion, tu lui dois ta villa à Palm Springs, etc. Et c'est-à-dire, et l'argent va revenir dans le film, on en reparlera, mais l'argent, quelque chose qui va revenir. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le dernier film de Ken Loach. Voilà, le dernier film de Ken Loach, alors qui est un homme qui devrait s'intéresser aux conditions concrètes de la vie des gens, à aucun moment dans le film il vous dit d'où vient l'argent. D'où vient l'argent qui permet aux réfugiés syriens de manger dans la cantine avec les chômeurs, les anciens mineurs au chômage, etc. C'est-à-dire que pour un cinéaste marxiste, ça devrait aller de soi qu'à un moment donné, ils nous disent d'où vient l'argent. Et en fait, ils nous disent jamais d'où vient l'argent. Et bien là, dans un film hollywoodien, réalisé par une star, par Jerry Lewis, dès le début, on nous parle d'argent. C'est-à-dire que la raison même de l'existence de cette star, ben, c'est l'argent. Parce qu'il fait vivre un tas de gens derrière. Ouais. Et d'ailleurs, c'est bien parce que c'est le fait de les faire vivre qui est au cœur de l'intérêt qu'ils lui prennent. Alors il y a plusieurs choses intéressantes là-dessus, sur cette espèce d'aéropage, comme tu dis, de vautours, enfin, et puis c'est des entrepreneurs de spectacle, c'est vraiment ça. Alors qu'ils touchent leur pourcentage. Ils ont des rôles, un impresario, il y a un qui écrit des blagues, il y a l'auteur, il y a le producteur, il y a, Jerry Lewis a choisi de réunir, comme troupe d'acteurs autour de lui pour jouer cet aéropage-là, des metteurs en scène, des acteurs, des personnalités, etc. C'est des gens qui étaient en tournée, qui faisaient des tournées de théâtre, comme Everett Sloan, etc. Ils s'entourent comme ça d'acteurs quand même, qui ne sont pas des stars à proprement parler, mais qui ont un pied dans le théâtre, et qui ont comme ça une espèce de légitimité très forte quand même. Et ce qui est très intéressant, c'est que à travers eux, le film est c'est une évidence, mais qui n'était pas si évidente que ça à l'époque, au moment où il est sorti, mais c'est une charge terrible contre Hollywood, contre le star system. Il y a un truc comme ça d'envers du décor, d'envers des choses qui est extrêmement frappant. D'ailleurs, on se reporte au début du film. Qu'est-ce qui apparaît en premier? C'est le logo Paramount avec la montagne. Et dès le début, c'est un avion qui s'écrase quasiment sur la montagne Paramount, quoi. Enfin, voilà, c'est donc, on va attaquer frontalement et on va faire exploser un petit peu ce logo, quoi, ce label. Et tout le film va être comme ça, on va y revenir de toute façon. Mais sur la question de l'argent que tu soulèves, c'est très intéressant. Il y a d'ailleurs, je trouve, une des scènes les plus fortes et les plus insupportables dans le fait que Jerry Lewis, aussi, on n'en a pas parlé, mais s'installe de plus en plus longuement dans ses gags, les étire, les fait durer parfois jusqu'à l'insupportable, insiste, il y a une forme, voilà, et s'il y avait une vraie caractéristique du gag lewissien, c'est l'insistance au-delà même des limites du gag, pousser toujours plus loin, et ça fait d'autant plus rire que ça gêne un peu. Voilà, et c'est aussi de la gêne que vient le. C'était intéressant de le voir avec vous dans une salle. C'est-à-dire que nous, on riait d'un numéro qui faisait pas rire les spectateurs dans le film. Ouais. Donc c'est complexe comme système. C'est très complexe. Et la pire scène, et une des plus géniales, c'est celle où il emmène Miss Bollman dîner. Et où il distribue les billets à tout le monde, comme ça. Et c'est presque insupportable pour le spectateur, parce que c'est obscène, et il y a une façon comme ça aussi pour Lewis de désacraliser un peu ce qui est au centre, je dirais, de tout l'imaginaire américain, c'est-à-dire le billet de banque, qui est le symbole numéro 1, qui dans les films est toujours quelque chose qui est symboliquement valorisé. L'imaginaire du cinéma hollywoodien est fait aussi de mallettes d'argent, etc. Et cette façon de distribuer le billet, de le dévaloriser comme ça, clairement, et de le renvoyer en fait à un accessoire. C'est-à-dire que c'est plus des billets de banque, ça devient carrément
un accessoire distribué comme ça, et le fait que cette scène dure et qu'il en vient à distribuer tous ses billets le renvoie à un pur morceau de papier, quoi. Donc il y a comme ça une... Et puis c'est aussi une notation très juste sur la vie américaine. On sait que le pourboire, comme vous allez aux États-Unis, c'est important, et que en gros le pourboire est d'autant plus grand que vous êtes content de celui à qui vous le donnez. Et donc on est là dans le cœur même de l'économie bourgeoise, on est dans l'échange en fait. Et je trouve que là, pour le coup, Godard avait raison de dire que c'était un grand cinéaste politique, parce que là on est au cœur de quelque chose qui est les rapports sociaux en fait. C'est une scène très politique, il y en aura beaucoup d'autres, c'est une espèce d'hémorragie qui fait un peu mal aux spectateurs, cette distribution gratuite d'argent. De toute façon, il y a un aspect extrêmement... tu parlais en introduction de la bizarrerie du film, même dans l'œuvre de Lewis. Il y a un aspect morbide, quand même, qui me semble primordial. Hein. C'est-à-dire que le film ne commence pas du tout comme une comédie. Il y a bien de longues minutes comme ça, par une mort, où ce sont des personnages, ce fameux aéropage de producteurs et personnes d'Hollywood, de personnes importantes, qui sont réunis autour d'un mort. Hein, ça commence par une mort. Ils sont en costume de deuil, ce fameux costume noir qu'ils garderont tout au long du film, qui est à la fois le costume de travail et quelque chose qui garde quand même une impression de deuil. Mais c'est quand même aussi un film où le personnage de Jerry est amené à prendre la place du mort, en quelque sorte. C'est ça qui se passe. Il occupe une case vide, une espèce de vide laissé, il essaie de remplir. C'est pour ça qu'on peut parler du film comme d'un espèce de rituel de possession. Il est amené à adopter des attitudes, à essayer de développer des capacités, des performances qui ne lui appartiennent pas et qu'on veut absolument lui insuffler, dont on veut faire le ventriloque en quelque sorte. Et donc il est à la place d'un mort qui n'arrête pas de le posséder, d'où cette espèce d'énergie déraillante et d'explosion du corps qu'on peut constater tout au long du film. Mais plus encore que ça, le personnage de Jerry meurt 2 fois si on regarde bien. C'est-à-dire qu'il y a la toute première scène, la scène inaugurale, où son arrivée est retardée. C'est aussi un effet dramatique, comique intéressant, c'est-à-dire qu'on a l'impression... Et d'ailleurs, le début du film, cette discussion entre les producteurs, là, ça fait penser à plusieurs choses. Ça fait penser aux Ensorcelés de Minelli. On parle de quelqu'un à qui on doit notre réussite, etc. Alors, le producteur des Ensorcelés, joué par Kirk Douglas, était hors jeu, il n'était pas mort. Mais il y a c'est un imaginaire hollywoodien aussi qui se joue ici. Et puis, il y a presque Citizen Kane aussi, faire le portrait du personnage manquant, qui est à la base de tout le film. Mais je disais, oui, le personnage de Jerry meurt 2 fois. La première, après cette scène de cette apparition comme ça, où il débarque avec son seau de glace, ses verres, il renverse tout, etc. Et puis tout à coup, il est pris comme une proie. Hein. C'est vraiment des oiseaux de proie, des vautours, par ce groupe qui s'en sert autour de lui. Patsy, c'est la signification, c'est la marionnette, le pantin. C'est ce pigeon ou marionnette. Oui. Ce Patsy, alors Jerry souffre-douleur, et c'est pas vraiment une bonne traduction. Les titres français des films de français ont souvent été à côté de la plaque. C'est toute une poésie, on peut dire. Mais, et puis à la fin, voilà, c'est ça aussi l'effet de boucle, c'est qu'il meurt une 2e fois à la fin, quand avec Miss Bollman, etc., il retombe comme ça. Cette mort qui ne peut pas être montrée, c'est aussi la limite du spectacle, c'est aussi la bordure de la représentation, ce que le film n'arrête pas de faire de toute façon en montrant aussi comme ça tous les appareillages qu'il y a derrière le spectacle. Oui, alors moi je verrais la fin d'une façon où tu as raison, mais on pourrait aussi l'imaginer. En fait, presque tout film, et surtout tout film comique, nous raconte la contradiction entre l'être et l'apparence. Et à la fin, quand ça se termine bien, l'être se confond avec l'apparence. C'est-à-dire que, enfin, l'apparence de star devient une star. Celui qu'on veut transformer en star, mais qui n'en est pas une, en devient une à la fin. Sauf que, à la fin, il nous dit, mais tout est faux. C'est-à-dire que tous ces rapports sociaux sont factices, sont construits, c'est du spectacle. Mais pas seulement au sens show business, c'est du spectacle au sens presque situationniste, c'est-à-dire que ce qui était vécu directement s'est éloigné, comme disait Debord. L'authenticité a disparu. Et dans ce retournement final
qui est aussi par ailleurs très malin, parce que c'est un happy end, c'est un dernier gag, etc. Il y a quand même quelque chose de cette idée-là. C'est-à-dire qu'on vous a mené en bateau, en vous racontant l'histoire de ce type qui va enfin réussir à la fin à devenir ce qu'on souhaite qu'il soit, et sauf que tout est faux. Et ça, je trouve ça assez gonflé. Et c'est peut-être à la fois une manière de happy end, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui a décontenancé le public et les critiques à l'époque. Sans doute, oui, sans doute. C'est-à-dire que tout d'un coup, Jerry Lewis n'était pas seulement ce comique pour enfants. En fait, la carrière de Jerry Lewis, son succès a été fait par un public d'enfants. Je veux dire, c'est pas la critique américaine, c'est pas... Et en fait, ses films avaient du succès. Il a gagné des millions de dollars. Enfin, il était très très riche. Et ses films avaient du succès. Alors, il y avait la Paramount et tout l'appareillage derrière. Et par ailleurs, tous ses films ne se ressemblent pas. Alors, enfin, je parle de ceux qu'il n'a pas réalisés. Et même de ceux qu'il a réalisés. Mais c'était des succès commerciaux qui n'en avaient rien à faire, en fait, de la critique. Et il a fallu la reconnaissance française pour qu'il soit pris au sérieux. Ce qui a pris du temps. Et qui n'est toujours pas réglé parce que c'est toujours un sujet de plaisanterie pour les Américains. Le fait que nous, on aime Jerry Lewis. Ah oui. Et sur ce... Alors, je vous ai ramené deux citations. Il y en a une, c'est l'interview que Serge Danet et Jean-Louis Noam, alias Louis Correcki, avaient fait avec Jerry Lewis, c'est dans le numéro 160 des Cahiers du cinéma, donc numéro de novembre 64. Il demande à Jerry Lewis quel est votre film préféré, et Lewis répond c'est The Nutty Professor, mais la mise en scène de The Patsy est la meilleure. J'ai mieux travaillé, mieux mis en scène, mieux déplacé la caméra. Et lui demande aussi pourquoi est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous vouliez dire dans The Patsy ? Et il fait une réponse très simple, mais assez belle, et qui en dit aussi beaucoup sur son personnage. Il dit je voulais que les personnes ordinaires se reconnaissent et qu'il y ait une forme de consolation de leur vie et de l'anonymat quotidien. Ça, c'était assez beau. Et puis on parlait tout à l'heure de cette caractéristique assez folle qui est celle de l'enlisement des gags, de l'insistance, du fait qu'on dure et que il y a tout un truc de rappel. Ça devient pénible. Ça, c'est dans un très beau livre sur Jerry Lewis que je recommande à tout le monde, qui est écrit par Chris Fujiwara. Vraiment un livre remarquable. Et il dit, alors voilà, c'est un petit extrait, mais il parle du film de The Patsy, et notamment d'une scène assez incroyable que moi j'aime beaucoup. C'est là où il va prendre des cours de chant chez le professeur Mueller, qui est joué par Hans Conried, un acteur très drôle, une espèce de grande tige comme ça, qui prend un accent allemand outrageusement prononcé. Et alors Chris Fujiwara écrit ça. Il dit Stanley erre dans le salon du professeur Mueller. Il essaye diverses chaises anciennes, renverse puis rattrape plusieurs vases et autres objets. Ces singeries sont entrecoupées de plans sur les réactions de Mueller qu'il observe dans un silence angoissé. La durée du contre-champ dans ces scènes est source d'humour, mais aussi d'étrangeté. Le chant déclenche son contre-champ, le contre-champ ponctue le chant. Rien ne se passe entre les deux. Le cours de l'un n'est pas altéré par l'autre. Deux processus indépendants sont confrontés l'un à l'autre, mais ne vont vers aucune synthèse. S'ils miment quelque chose, c'est une antisuture, puisque le sujet, mais aussi toute forme de cohérence fictive et toute chaîne signifiante, totalisante, sont exclus et niés. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça nous parle du fait que l'univers de Jerry Lewis est aussi très malléable, qu'il y a une forme, voilà, on a dit aussi de morbidité dans The Patsy, mais que voilà, il y a aussi ce rythme très profond du film que on a affaire à un personnage que tout le monde regarde et tout le monde attend et tout le monde le cerne avec des regards interdits comme ça, et ce qui crée immédiatement à la fois la drôlerie, le côté burlesque de la chose, mais aussi une angoisse profonde, parce que être à Hollywood, c'est être dans un endroit où il n'y a pas d'extériorité à la représentation. Et on est toujours partout, tout le temps, regardé, observé, on attend de soi qu'on fasse un spectacle permanent, et c'est une situation quasiment de cauchemar. Il est toujours sous personnage qui est le Pékin moyen, petit chasseur d'hôtel, est projeté comme ça sur une scène qui ne lui appartient pas, et où on se fiche qu'il ait le moindre talent, il doit faire quelque chose.
Et c'est une situation terriblement angoissante. Il faut regarder aussi, c'est un aspect dont on peut parler, mais à quel point le décor, on sait que le décor est une question majeure dans le cinéma de Jerry Lewis. Depuis The Bellboy, surtout The Ladies Man, ça avait pris une dimension comme ça, avec la pension de jeune fille vue en coupe, qui a un décor absolument extraordinaire. Mais quand on regarde The Patsy, qu'on vient de voir, beaucoup des décors ont une sorte de forme d'arène. Hein. C'est souvent un espèce de... circulaire. Voilà, c'est circulaire, ce sont que des scènes. On ne peut pas sortir de la scène. C'est un labyrinthe où on passe de scène en scène, et où le personnage est décortiqué par les regards de tous les autres, regards interdits, et son passage dans le Copa Club, là, faut que sur toute une allusion au Copacabana, je pense que... Et d'ailleurs, où il est censé faire le numéro par lequel le vrai Jerry Lewis a débuté, puisqu'il faisait des posts, il chantait en playback sur des disques. Quand il avait 17 ans, hein, il a vraiment commencé comme ça. Et en fait, c'est presque un retour à sa jeunesse. Et Jerry Lewis a commencé comme ça, à chanter en playback sur des disques qu'on passait sur des phonographes derrière. Mais même l'appartement du professeur Muller, le studio d'enregistrement de la chanson, là, il faut dire que c'est l'époque du rock de l'essor du rock adolescent, de la Beatlemania, etc. Et Lewis nous parle de ça aussi, de comment on enregistre des tubes qui sont des espèces de scies impossibles, voilà, des trucs très, très rudimentaires. Mais voilà, chaque espace est une arène, et même plus que ça, est un plateau. Et l'esthétique du plateau, ça me semble très important aussi chez Jerry Lewis. Et c'est pas seulement une scène, c'est un plateau où on est cerné par les dispositifs d'enregistrement, visuels et sonores. Et ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup. On a beaucoup dit, on a beaucoup lu sur Lewis, mis en avant le côté pop de son cinéma. C'est pas faux, bien sûr, il y a les couleurs, les aplats de couleurs, les costumes, les décors, etc. Il y a les objets aussi. Les objets, bien sûr. Les objets à la mode. La décoration, le côté art déco, un petit peu de son cinéma, la forme des hôtels, les géométries, tout ça, c'est vrai. Mais plus encore que le côté pop, il y a une modernité qui va avec le dispositif d'enregistrement. La présence massive de la télévision dans la conscience américaine de tous les jours, la façon dont les caméras transforment le monde courant, quoi. C'est Ed Sullivan qui lui sauve la vie à la fin. Et alors là, je sais pas, c'est quand même ça m'a frappé, mais en fait, on ne voit pas le sketch sur le plateau d'Ed Sullivan par lequel il a été décidé que finalement c'est un grand comique. C'est-à-dire, peut-être parce que c'était impossible, parce qu'il nous a fait rire avec des sketchs ratés, et que ce que pourrait être un sketch réussi, qui nous ferait rire aussi, alors comment les distinguer du sketch raté, etc. C'est-à-dire que là, il y a quand même un hors-champ impressionnant. Alors il y a évidemment ce petit film où il joue le rôle d'un fan de cinéma qui réussit à rentrer dans une avant-première parce qu'il arrive à se transformer, à transformer ses habits. Mais après le sketch, enfin ce qui arrive après, c'est qu'il est sur le plateau d'Ed Sullivan et il fait un sketch. Et ça, on ne le voit pas. On le voit pas. Et ça, c'est bizarre. Enfin, c'est troublant. En fait, c'est presque enfin, c'est gonflé, quoi. Voilà, pour un film hollywoodien, etc. Ouais. Mais il y a un truc très moderne, au sens d'art moderne là-dedans. La conscience qu'on est tout le temps enregistré et même dupliqué. Et il s'agit de ça, en fond, tu disais la marionnette, The Patsy c'est la marionnette, mais il s'agit de dupliquer le mort, en fait, hein, et de prendre un espèce de corps conducteur qui est celui de Jerry, du personnage de Jerry pour faire ça, et tout est duplication vide, en fait. Et c'est ça l'industrie du spectacle aussi que montre Jerry. Oui, c'est cette espèce de vide. Peu importe le talent, peu importe la compétence du personnage, etc. On va en faire une star parce que c'est décidé et parce qu'il faut remplir une case, hein, sans quoi le spectacle ne peut pas continuer. Et d'ailleurs, on peut vraiment voir le film comme une résistance du corps du bellboy, de Jerry, au format qu'on lui impose. Parce que finalement, il s'agit juste, chez le tailleur,
chez le professeur de chant, pour danser, pour faire des clés au coiffeur, etc., de le faire rentrer dans un format. Voilà. Et c'est la résistance au format, là, le côté informatable du personnage qui l'emporte. Tu as raison, mais je trouve que le film nous dit, en gros, que la destruction du spectacle, parce que c'est ça, le spectacle c'est un format, c'est vrai, pour faire spectacle, il faut rentrer dans des cases, donc lui ne peut pas, il casse tout. Mais la destruction du spectacle, c'est encore du spectacle. C'est quand même ça, là. C'est le statut. Voilà, comme, je sais pas, disait... ouais, le spectacle ultime, c'est... Enfin, le non-spectacle ultime, c'est le spectacle, quoi. Ça, c'est impressionnant, parce que c'est pas un truc qu'on disait forcément... qu'on associe la destruction au spectacle, et pour nous dire finalement c'est du spectacle, et d'où le plateau de cinéma qu'on voit à la fin, tout ça c'est du spectacle, et que la destruction, alors j'en ai parlé quand j'ai présenté la rétrospective, je pense que le fantasme de destruction est dans la société américaine, dans toutes les années 50, parce que justement elle veut sortir de l'histoire. Et Jerry Lewis a longtemps été quelqu'un qui a consolé la société en lui donnant le spectacle d'une destruction qu'elle ne veut plus vivre, en gros. Voilà. Et là, les années 60, on sait que la société américaine se détraque à nouveau. Hein, j'ai l'assassinat de Kennedy qui arrive au moment où le film est tourné. Je ne sais pas quelles sont les dates, c'est novembre 63, mais on peut vérifier. Il est tourné du 6 janvier au 28 février 64. Voilà. Donc, Kennedy a été assassiné quelques mois avant. Et il va y avoir les émeutes raciales, les autres assassinats politiques, la convention démocrate de 68 totalement sabotée par les hippies, etc. Et que donc, c'est-à-dire que voilà quelqu'un qui, après avoir donné le spectacle de la destruction à une société qui la fantasmait mais qui voulait en sortir, tout d'un coup se retrouve là. Et ce qui explique la morbidité et la mélancolie peut-être de ces derniers films, c'est que là, la destruction, elle est revenue dans la société elle-même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de fantasmer la destruction, puisqu'elle est là. Et donc, ça déplace la figure, me semble-t-il, de Jerry Lewis dans l'histoire du cinéma américain, et même l'histoire des États-Unis, parce qu'il nous parle de ça aussi. Oui, bien sûr. Il y a sa scène chez le professeur Muller, celle qui se conclut dans une espèce de destruction totale. Et là, on voit dans la bande-annonce, je crois que c'est dans Boulot de Jerry, où il se pend, et en fait, en se pendant, il détruit tout l'immeuble. Oui. Enfin, c'est carrément le 11 septembre, 30 ans avant, quoi. C'est les raccords fous qu'il y a des fois chez Jerry Lewis, des espèces de raccords complètement dingues, comme ça, il y en a quelques-uns ici. Souvent, d'ailleurs, c'est très marrant, comme chez lui, le gag est une forme d'infraction. C'est-à-dire, on attend, on retient, et il prépare toujours le surgissement du plan gaguesque, comme ça, ou de la conclusion, de la chute, comme quelque chose de très violent, d'assez brutal, en fait. Il y a même des choses assez étranges quand il enregistre sa chanson, là, avant de nous montrer le trio des chœurs, qui est 3 fois lui, déguisé de manière assez drôle. Il y a un plan très curieux, pour faire attendre l'arrivée de ce plan, il y a un truc très curieux où il filme l'embrasure d'une porte. C'est un plan pas du tout spectaculaire, même cinématographique, c'est presque comme un mauvais plan volé dans un documentaire. En fait. On sent que là aussi c'est une question de tempo. C'est aussi pour que quelque chose surgisse brutalement, violente un peu le spectateur. Enfin voilà, il y a aussi des effets de surgissement comme ça qui sont extrêmement forts, intéressants. Il y en aurait d'autres. Mais oui, les objets, enfin la façon dont les décors, ces arènes, ces plateaux, voilà, moi je les appelle des plateaux parce que il y a souvent le dispositif pour filmer est souvent celui d'un plateau avec une caméra en plan large et puis des plans sur les côtés en champ contre champ, plus des gros plans, etc. On a vraiment il pense vraiment avec la télévision qui a transformé même la façon dont on perçoit le cinéma à ce moment-là, dans les années 60. C'est très présent. Chez le professeur Muller, le plateau est une disposition d'objets, de chaises, etc., de choses à renverser, etc., et d'usages possibles et impossibles qu'il faut parcourir. De même, le studio d'enregistrement, où il y a c'est marrant aussi parce que le patron du studio d'enregistrement là, qui est dur d'oreille, qui crie, je me dis aussi les responsables d'Hollywood, c'est les gens qui crient, quoi. C'est les gens qui hurlent comme ça. C'est assez drôle. aussi l'idée que
tous ces gens qui lui vendent des disques n'ont pas d'oreilles. Voilà, c'est un peu de critique. C'est là. Mais c'est assez dingue comme il filme ce studio d'enregistrement, comme un enchevêtrement de pieds de micro, qui est une espèce de forêt comme ça où on ne peut pas passer, où tout entrave, où tout fait barrage, etc. Et on ne peut que buter dans les pieds de micro, etc. Et il y a une forme de géométrie aussi. Ça, c'est aussi l'extraordinaire talent, vision de Lewis cinéaste, qui construit des... Grand formaliste aussi. Voilà, grand formaliste. Si ça ne se voit pas, toujours. Oui, bien sûr. Et encore une fois, c'est des micros qui le cernent, qui le menacent, qui le prennent en griffe, comme ça, une sorte de patte qui se referme sur lui, de serre. C'est assez impressionnant de voir ça. Et je pensais aussi à ce que tu disais, c'est un personnage qui faisait rire les enfants, que ça s'adressait aux États-Unis à un public d'enfants. Bon, alors ça, c'est... En France aussi, j'en suis la preuve vivante. Et en France aussi. Mais il y a bien sûr une façon chez lui de toujours ramener son personnage à l'enfance. Il y a plusieurs occurrences de ça dans le film qui sont assez belles. Et même, moi, je trouve un des plus beaux plans du film est relié à ça. Le premier moment, c'est celui où il a affaire pour la première fois à Miss Baline, et il s'assoit sur un espèce de repose-pied, quoi. C'est ça, il est plus bas qu'elle. Il est plus bas qu'elle, il est comme un élève à côté de la maîtresse, voilà, donc c'est une différence de niveau. Et puis le gag récurrent qui finit toujours sous la table, à chaque fin de scène, avec elle il termine sous la table. Et puis juste avant le flashback, qui ramène cette très belle scène de pantomime musicale du bal de fin d'études quand il était adolescent, etc. Qui est un très beau moment. Et il y a ce plan où il y a des adolescents qui dansent sur du rock. C'est un travelling latéral qui va de la gauche vers la droite. Et on comprend pas bien pourquoi il dure autant, mais c'est juste des adolescents qui dansent devant la caméra, comme ça devait être le cas dans les émissions musicales de l'époque. Et puis petit à petit, le travelling aboutit sur deux enfants qui dansent aussi en costume, etc. Et c'est les chaussures du petit garçon qui raccordent directement au personnage de Jerry pris dans le flashback, mais enfin en tout cas qui danse dans les coulisses. Mais voilà, l'enfance est là en permanence, elle ressurgit. Il y a des occurrences permanentes comme ça qui sont semées dans le film. On va peut-être vous céder la parole. Vous avez des questions, des commentaires, ce qui ne vous empêchera pas de Oui, s'il vous plaît. C'est plus un commentaire qu'une question. Vous avez parlé de la mauvaise presse du New York Times concernant le film. Et vous avez dit, un peu répondu, c'était quand même un film qui était montré quelques mois après la mort de Kennedy, et l'Amérique entière était en deuil. Et je crois que c'était pas le moment de parler, vous voyez ce que je veux dire, de faire du comique. Enfin, on faisait des films à Hollywood, là, ça n'a pas arrêté. Oui, mais est-ce que vous et donc des films comiques. Est-ce que vous ne croyez pas que dans ce cas-là, Jerry Lewis a été maltraité à cause de cet événement qui a vraiment terrorisé toute l'Amérique pendant plusieurs années, suivi des autres événements? La force de l'industrie hollywoodienne, c'est quand même qu'elle ne s'arrête jamais. Et que je pense que l'insuccès critique du film est davantage dû, alors peut-être à une morbidité ou à un pessimisme dont on peut se dire qu'il est peut-être la conséquence du climat de l'époque. Voilà. Maintenant, penser il fallait plus, que les Américains ne voulaient plus voir de films comics, non, il y en a toujours eu à Hollywood. Toute cette décennie, c'est la décennie de Black Edwards, les années 60. C'est la décennie de Un monde fou de Stanley Kramer, qui est un film comique de 3 heures, monumental, à l'intérieur duquel, pas très long, mais à l'intérieur duquel Jerry Lewis fait un caméo, et qui est un énorme succès. Donc le rapport, il est plus, sans doute, subtil, voilà, il est plus caché. Il existe sûrement, hein, on sait bien que ça bascule, la société américaine bascule dans autre chose, mais je pense qu'on peut pas le réduire à la mauvaise réaction critique uniquement à cet événement-là. Ouais. Ce
sera un peu surdéterminé, mais je pense que, en fait, si une hypothèse, parce qu'on ne sait pas pourquoi un film est mal reçu, pourquoi il ne marche pas, on ne sait jamais vraiment, mais je dirais que c'est parce que Jerry s'indépendantise, et il expérimente ici des choses, et voilà, il va plus loin, il fouille, il travaille le malaise, etc. Enfin, il a une façon d'être lui-même, et on peut presque voir le film aussi, je pense, c'est peut-être de la surinterprétation, mais c'est... Mais on peut y aller, on est français. Oui, voilà. Allons-y dans le côté français, mais le film est presque, on peut le voir comme une illustration de la politique des auteurs, en quelque sorte, parce que c'est quelqu'un qui, tant qu'il fait ce que l'industrie lui dicte, qui essaie de rentrer dans les cases, dans les formats, ça marche pas, son corps ne s'y prête pas, etc. Et il obtiendra le succès quand il fera son sketch à lui, et quand il dans le Ed Sullivan Show, etc., c'est quand il s'exprime lui-même, finalement, et qu'il finit par... advenir à son propre humour que Jerry Lewis arrive et se réalise, voilà, donc il y a presque, je comprends pourquoi ça a plu aux cahiers de l'époque. Alors qu'ils avaient moyennement aimé le Dingue du Palace. Ouais, c'est-à-dire qu'ils préféraient Tashlin, Frank Tashlin, qui est l'autre grand cinéaste, qui a fait les meilleurs films de Jerry Lewis, il y a un cinéaste, c'est Tashlin. Et puis, quand Lewis passe à la réalisation, le Dingue du Palace il n'a pas une très bonne cote dans les cahiers, ça prend un peu de temps. Mais après, c'est délirant. Noël 67, il y a un numéro, presque la moitié d'un numéro entier consacré à Jerry Lewis, avec un dictionnaire des thèmes et des motifs qu'il y a dans le cinéma de Jerry Lewis. Voilà. Et on est en 67, c'est-à-dire que là, il fait des films qui n'ont plus de succès. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est plus du tout un acteur comique à la mode. Il fait des films, il est plus à la Paramount, il n'a plus le système avec lui. Il va faire un film en 70, 69, 70, Which Way to the Front, produit par la Warner, Yaya mon général, que la Warner ne distribuera même pas en salle aux États-Unis. Donc c'est une période, c'est-à-dire que le délire cinéphilique c'est vraiment exprimé au moment où Jerry Lewis, lui, n'était plus un acteur bankable, quoi, comme on dit, une star, quoi, voilà. Il y avait Oui, bonjour. Pour revenir 2 secondes sur les ensorcelés, il n'est pas mort, Kirk Douglas, oui, mais il y a quand même son père qui est mort et la scène du cimetière où il distribue des pourboires à tous les gens qui sont venus pour faire un peu la pleureuse. Donc, bon, c'est juste autre grand film marxiste, alors. Si on veut, oui. Tout seul, mais ça, tout s'échange. Les deux films fonctionnent bien l'un par rapport à l'autre. Oui, je me demandais si c'était pas un raccord un peu forcé entre les deux films, mais c'est vrai que le début de The Patsy, où il parle du disparu comme ça, il a fait de nous ce que nous sommes, etc. Pour faire des comparaisons un peu, je ne sais pas, on verra ce que vous en pensez. La fameuse scène de pourboire qui est extraordinaire m'a fait penser à la toute fin du dernier des hommes de Murnau, où il y a aussi une scène où le personnage qui devient milliardaire distribue avant pure perte. Et comme c'est outré, c'est d'autant plus cruel. C'est-à-dire que Murnau, il tire aussi beaucoup. C'est le moment où l'échange est remplacé par le pur spectacle de la richesse. Exactement, voilà. Alors, je me demande si on ne voit pas le spectacle qui le rend star dans le Ed Sullivan Show, parce qu'en fait, on l'a vu tout au long du film, finalement. Oui. Sauf que c'est des sketchs ratés, c'est-à-dire tout ce non, mais justement, c'est presque une profession de foi de Jerry Lewis, de son art, contre une autre forme d'art comique, puisqu'il se réfère énormément à son premier maître, qui est Stan Laurel, dont il l'a dit plusieurs fois. Qui apparaît dans The Bellboy. Richmond, son scénariste qui joue là, et qu'on voit ici, c'est le professeur de piano à qui il arrache les cheveux. Exactement. Il y a quand même un clin d'œil, je trouve, à Chaplin avec la scène du coiffeur, du barbier, où d'une part, Chaplin a fait plusieurs scènes de barbier, et d'autre part, où il est objetisé un petit peu comme Chaplin dans les temps modernes, où tout d'un coup son corps... Une scène dont se souviendra Jim Carrey. Exactement, tout à fait. Et ces scènes où il nous fait rire avec des spectacles ratés, mais en fait réussis, ça tient à son génie, à son art et au millimétrage du rythme, parce qu'il suffirait d'une image de trop, d'une image de moins, il suffirait d'une expression, il suffirait du moindre détail et ça fonctionnerait pas du tout. Or, ça fonctionne. Et donc c'est aussi toute une profession de foi d'un certain type d'art comique qu'il défend, qu'il a toujours défendu, contre
contre un autre art qui serait fabriqué par toute une industrie qui comprend plus tout à fait cet art-là qui avait existé et que lui veut remettre au goût du jour, comme un peu Blake Edwards aussi, c'est-à-dire de revenir à un burlesque voilà, qui a d'autres règles. Et oui, et non mais c'est vrai qu'on l'a pas assez dit, mais il est absolument génial en tant que comédien, en tant qu'artiste burlesque, quoi. Il est absolument admirable. Même sa façon de pousser des cris quand il essaie de chanter, des espèces de cris aigus comme ça, c'est irrésistible, quoi. De changer d'expression, la malléabilité de ses expressions, c'est pas du tout un burlesque élastique comme on pourrait le dire aujourd'hui, on a pu le dire de Jim Carrey, etc., que sans doute un de ses descendants génétiques, hein, on pourrait parler de ça aussi, mais c'est vraiment un burlesque spasmodique, quoi, je dirais, oui, tout est dans le spasme, la crispation, et là-dessus, il est absolument imparable. Et juste un petit point pour enfoncer un des clous que j'avais planté tout à l'heure, mais la scène au Copa Club, quand il commence à faire son numéro sur scène, bon alors il y a les danseurs qui le précèdent et tout, qui préparent un petit peu le terrain, mais ce que je trouve très fort, c'est qu'il joue d'abord sur les bruits de micro. C'est-à-dire le micro n'est plus un simple dispositif d'amplification du son qui permet de l'entendre, c'est un truc voilà, qui est là pour amplifier sa performance, ça devient une matière, quoi, une matière à gag. Et c'est l'époque, la chute du micro qui devient la matière du rire, c'est extraordinaire. Et puis lui, bon, il est absolument admirable. Je crois qu'il y a, oui. Alors il y avait le monsieur. Il y a deux choses qui m'ont frappé dans le film. La première, c'est l'impression d'une charge sur l'image viriliste qu'on peut retrouver dans plusieurs films de Lewis. Oui, il casse du sucre sur Hollywood, mais aussi sur l'image du héros viril. Quand vous parliez de la séquence où il est un petit garçon plus bas que je me souviens plus du nom du personnage joué par Ina Balin, c'est à la fois une image de petit garçon à côté de la maîtresse, mais ça pourrait être aussi l'image de l'ado un peu efféminé qui recherche la présence d'une femme mûre, rassurante. Donc il y a un petit côté où il casse cette image du héros viril. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est la séquence où on voit Ed Sullivan. En fait, on a l'impression qu'il regarde Jerry Lewis dans un moniteur et il se marre au moment où il est en train de se peindre par-dessus, de se peindre un smoking par-dessus ses vêtements. C'est ça qu'il voit. Il voit ce sketch, en fait, qui a été enregistré avant, puisque c'est visiblement pas sur le plateau de télé. Donc ça s'était enregistré et c'est ça qu'il est en train de voir, comme nous. Voilà. Parce qu'en fait, on découvre à la fin du film le côté spectacle de l'ensemble, mais déjà dans cette séquence, c'est un peu un avant-goût de la séquence de fin, en fait. Oui, le sketch final, moi je le vois un peu comme un résumé du film lui-même, quoi. C'est-à-dire, c'est la casquette de baseball au smoking. Voilà, oui, c'est ça. Puis rentrer dans le sein des saints. Voilà, dans le cénacle, quoi. Et il vient de la foule. Enfin, voilà, c'est un des fans dans la foule, c'est-à-dire c'est un anonyme qui va s'inviter dans le monde du spectacle. C'est une métonymie, si on veut bien, ou une synecdoque, je ne sais pas comment dire, du film lui-même. Deux mots peut-être sur le choix d'Ina Balin, qui est très intéressant, je trouve, parce qu'évidemment c'est l'âme sœur du personnage de Jerry, c'est pour elle qui reste dans cette espèce de torture, on va le manipuler, le formater, etc. Parce qu'à chaque fois qu'elle est là, qu'elle apparaît, il dit bon allez, je reste un petit peu, j'essaye encore une fois, etc. Une connexion amoureuse bien sûr, mais plus que ça, parce que c'est pas une playmate de l'époque ou une d'actrices à la plastique spectaculaire qu'Hollywood place un peu comme des accessoires dans les films, l'habitude comme ça de traiter les personnages féminins uniquement pour leur plastique. Elle a quelque chose d'une girl next door, elle est beaucoup plus humaine, etc. Et c'est intéressant la façon dont il choisit Ina Balin pour ce rôle,
qui résonne avec sa stature à lui aussi. Donc dans les années 60 ont été prolixes en personnages féminins un peu décoratifs malheureusement, et elle est autre chose, quoi. Donc elle a une connexion plus forte qui s'établit entre les deux. Oui, bonjour. Moi j'aime bien personnellement comment il passe. Je trouve qu'il a une certaine classe physique, un certain côté dominant, mal viril, comme a dit monsieur. Et d'un autre côté, il passe de l'un à l'autre, il passe aussi du ridicule, du maladroit. Et j'ai toujours bien aimé ça dans ces films. Dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on voit ça. Il passe du côté dominant, mal très très fort. Et là, il a en lui cette classe physique, et il joue de ces deux choses, le ridicule, le côté groom, maladroit, et après quelque chose de plus dominant, de plus masculin, séducteur, quoi. J'ai toujours aimé ça dans ces films, quoi. Et on ne sait pas, les personnages féminins, on ne sait vraiment pas ce qu'ils admirent chez lui. Un peu des deux. L'enfance. Oui, le côté mère, qui fait ressortir la pulsion maternelle. Oui, il y a un côté, pas transformiste, mais il fait des pris dans des séries de métamorphoses, le personnage de Jerry. Et je vois la scène à laquelle vous faites référence, c'est certainement chez le tailleur. Il rentre en pull, à l'espèce de pull, voilà, un peu ballant comme ça, et puis il en ressort avec son. Mais c'est le costume qui fait le. C'est ça qui est intéressant dans la scène, c'est que c'est le costume qui le rend dominant un peu. D'ailleurs, on lui relève la scène d'après, il est en caleçon de côté chez le coiffeur. Donc, on voit bien que c'est la bif et le moine. La bif et le moine, voilà, exactement, c'est ça. Et j'avais une question, moi je ne le connais pas si bien que ça finalement. J'aurais aimé savoir comment il était avec son équipe de tournage ou dans sa vie personnelle. On a l'impression que c'est quelqu'un d'assez. Il transparaît comme ça, comme quelqu'un d'assez friendly, quoi, d'assez agréable à vivre. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas connu, mais peut-être Jean-François. Moi, je ne l'ai pas connu non plus, je l'ai rencontré une fois. Il était venu ici, on avait essayé de monter une rétrospective, et en fait, le problème de ça, c'est intéressant, mais c'est un détail, mais ce n'est pas un détail. C'est lorsque je suis arrivé à la Cinémathèque, il y a vraiment quelques décennies. Voilà, sous la houlette d'un formidable directeur. Il dort. Et on pensait à faire une rétro de Jerry Lewis, donc on est dans les années 90. Et en fait, le problème, c'est que c'est une filmographie qui n'avait pas été entretenue. La plupart des films appartenaient à la Paramount, et c'est un studio qui ne restaurait pas les copies, qui ne tirait pas de nouvelles copies, etc. Sans doute parce que, pour des raisons économiques, c'est que ça marchait plus, enfin, c'était fini, c'était du passé. Et donc, on a mis du temps à pouvoir remontrer les films de Jerry Lewis, avec ou sans lui, hein, peu importe, les films de Jerry Lewis, dans des copies, disons, présentables. Et encore, là, la copie que vous avez vue, je pense qu'elle n'est pas extraordinaire. Le début est flou. On l'a fait venir de la Paramount, on l'a fait venir de Los Angeles, donc c'est une copie de la Paramount à Los Angeles, donc ils sont très fiers. Mais en fait, elle n'est pas terrible. Les plus belles copies des films de Jerry Lewis sont des copies en Technicolor. Il se trouve qu'on en a une à la Cinémathèque française, dans les collections, simplement elle est rayée. Elle est difficile à voir parce qu'elle a beaucoup tourné. Donc voilà, il y avait cet obstacle-là. Je ne sais plus pourquoi je parle de ça. Comment était Jerry Lewis dans la vie ? Ça c'est compliqué. Il n'a pas la réputation d'avoir été extrêmement sympathique. Je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement exigeant. D'ailleurs, ça se voit, vu le niveau de précision. Voilà, je pense que David Fincher à côté, c'est je sais pas, il est gentil, quoi. Donc, je pense qu'il était extrêmement exigeant. Après, quand on regarde un peu les rapports avec sa famille, ça a été visiblement compliqué. En plus, les relations avec les siens sont évidemment compliquées par le fait qu'il était très riche. Évidemment qu'il a gagné beaucoup d'argent, et donc vous allez entendre des versions de gens qui vous diront qu'il n'était pas sympathique, pas très sympathique, avec sa famille ou avec ses amis. Il s'est fâché avec Dean Martin, mais vraiment ils ne se sont plus parlé, quoi, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient un peu pour la façade, mais je crois que c'est... friendly est sans doute pas l'adjectif qui lui convient le mieux. Voilà. Par ailleurs, il avait une image, en fait, il est surtout connu par les Américains d'aujourd'hui, encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous les connaissez, disons les Américains d'il y a 20 ans, parce qu'en fait, c'était lui qui animait le Téléthon à la télévision. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans,
Le Téléthon, c'est cette émission de charité pour les enfants qui souffrent de, qu'on appelle ça, dystrophie musculaire. Donc c'est une espèce d'émission de charité. On en avait aussi, je sais pas, ça existe encore, je sais plus. Enfin bref, il anime le Téléthon depuis des années. Les gens envoient des chèques, il fait un numéro, il reçoit des stars, etc. Et il y a 20-30 ans, la plupart des Américains ne le connaissaient plus que pour ça. Même pas, ne savaient plus qu'il avait fait des films pour le cinéma, etc., etc. Oui, parce qu'en fait, il s'était blessé les vertèbres lors d'un numéro et il a été longtemps diminué à cause de ça. Il avait développé même une addiction aux painkillers, aux antidouleurs. Aux antidouleurs, voilà, pardon. Oui. En fait, il était connu parce que c'était un super présentateur de télé, en fait, à la fin de sa carrière. Pour la plupart des Américains, il était plus que ça. Au moment de The Patsy, je crois bien qu'il a une émission de télé, d'ailleurs. Il a un show hebdomadaire, il tourne à la radio, il a des numéros de musical dans les hôtels, il fait des dates, etc. Je crois qu'il y a même une bande dessinée à son effigie qui sort aussi périodiquement. Enfin, il est sur tous les supports à ce moment-là, Jerry Lewis. On le voit partout. Le Téléthon, il l'a inventé, il l'a créé. Ah ouais? Ah d'accord. Parce qu'il avait une fille qui était atteinte de... Ah oui, aussi, ouais, d'accord. Je pensais que c'est parce qu'il avait été blessé longtemps, moi, ce Téléthon, c'est pour la mucoviscidose. Il l'a inventé, il l'a créé, et ensuite, il a fait la promotion d'un appareil qui On ne vous entend pas, il faudrait que vous parliez dans le micro. Vous apporte un micro. Excusez-moi. Donc le Téléthon, il l'a inventé, il l'a créé, parce qu'il avait un enfant qui était atteint de cette maladie rare et il fallait développer la recherche là-dessus. Et par rapport à son accident qui le handicapait, il a fait la promotion, et même je l'ai vu sur une émission de télé chez Thierry Ardisson, il faisait la promotion d'un appareil qui se branchait sur je ne sais pas quel nerf dans le corps, avec une télécommande, qui arrivait à diminuer fortement ou à annuler la douleur quand on était atteint de ce genre de problème. Donc il était quand même investi. Il était investi dans le caritatif, enfin dans cette direction-là. Ouais. C'est une créature médiatique, quoi. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux médias dans ces films. Parce que c'est déjà là, c'est déjà important. Et il faut lire son bouquin si on veut avoir un peu plus de connaissances sur qui il était. Bon, dans une certaine mesure, on ne pourra jamais savoir. Il faut lire son bouquin sur Dean et moi, qui est bouleversant aussi. Et je pense qu'il faut voir La valse des pantins, qui montre un aspect de Scorsese, qui montre un aspect de la star du comique, quand elle n'est pas sur scène. Le Jerry Lewis de La valse des pantins, c'est le Jerry Lewis de The Bellboy. Celui qui, même quand il dit un truc sinistre, il fait rire tout le monde. Donc, un personnage vraiment déprimé. Oui. Et je pense que ce côté dépressif qu'il y a dans ce personnage-là, je pense que Scorsese l'a vu en donnant le rôle à Jerry Lewis. Alors on a dit ça au fils de Jerry Lewis qui était là, Chris Lewis, il lui dit mais quand même dans The Bad Boys, ce personnage, est-ce que c'est pas celui qu'on va retrouver dans La valse des pantins? Il y avait évidemment jamais pensé, mais ça l'a bien fait rire, il nous a dit ah, vous êtes vraiment des Français. Quoi. Donc, il était content. Bravo. Eh oui. D'ailleurs, c'est marrant dans The Patsy, en le voyant, je crois que c'est dans la scène où on lui crée une image, c'est une scène très intéressante, on n'en a pas parlé, où son agent crée la rumeur, il fait tourner la rumeur comme ça. Donc c'est une suite de coups de téléphone où à force de créer de forger une réputation purement artificielle, tout le monde veut lui prendre des dates ou faire passer dans son émission. Oui, c'est le vide. Voilà, c'est le vide. C'est la logique du rien, quoi. Et ben, on l'appelle The King of Comedy. Il est dénommé comme ça dans le film. C'est marrant parce que c'est le titre le titre original de la valse des pantins. Voilà encore un truc de français sur interprétation. Voilà. Mais il n'y a pas de délire d'interprétation puisque toute interprétation est un délire. Voilà, je sais. On pourrait pas dire mieux. Peut-être une ou deux dernières questions. Pas. Vous avez tout dit. Est-ce qu'il y a... Ah, bien. Attendez. Micro. Est-ce que moi je vais ensuite rappeler beaucoup d'un film, je pense que c'est Coppola, de Man in the Moon. Alors je crois que c'était le Milos Forman, pardon.
Kaufman s'appelait le rapport entre eux, parce que c'est un peu l'humour, c'est ça frisson un peu. Il y a cette idée, alors là, beaucoup plus immédiatement énoncée, que la destruction du spectacle, c'est encore du spectacle. Man on the Moon, c'est vraiment un film qui le dit vraiment frontalement, c'est un très beau film d'ailleurs. Et là, c'est une des idées du film, mais c'est déjà présent là, chez Jerry Lewis en fait. Et dans ce film-là aussi, de façon presque théorique. Ben oui, bien sûr, vous avez raison. C'était notamment un film sur un autre comique américain très important qui s'appelait Andy Kaufman, et de jouer avec les limites du rire et même de la représentation, quoi, de vraiment de pas être drôle, de prendre le risque de ne pas être drôle. Bon ben merci à Mathieu. Merci d'être venu. On commence, quand tu veux. Et suivez la rétrospective de Jerry Lewis. Voilà.